Il est 12h30, bonjour et bienvenue dans ce journal du lundi 29 août. On démarre avec la rentrée scolaire. Elle a déjà repris pour certains personnels de l'éducation. Les enfants, eux, retrouveront les cartables jeudi. Dans la région, 140 000 d'entre eux utilisent quotidiennement les transports scolaires, ces liaisons en car qui ont du mal à trouver un nombre suffisant de chauffeurs pour être assurés. Alors dans les entreprises, on s'adapte, comme l'a constaté Alix Lanos. 40 000, c'est le nombre d'élèves qui prendront normalement le car pour rejoindre leur établissement scolaire à la rentrée prochaine. Mais devant la pénurie de conducteurs que connaît le secteur depuis la crise du Covid, entre autres, l'inquiétude est palpable chez les autocaristes. Il y a quelques jours, tous les acteurs du secteur étaient réunis pour faire le point et selon les dernières projections... Il n'y aura pas d'élèves qui seront mis de côté. Il y a des lignes qui ont été fusionnées pour que ce soit possible, mais il n'y a pas d'élèves qui seront laissés sur le bord de la route. Mais pour honorer cette promesse, il va falloir faire preuve de souplesse et d'adaptabilité. Dans certaines entreprises, mécaniciens ou exploitants vont troquer leur casquette pour celle de conducteur. C'est notamment le cas chez Sauvétour, le principal transporteur scolaire sur le département. On est dans une situation compliquée, on ne le cache pas. Il y a certains de nos mécaniciens qui vont exercer ou qui vont faire un service le matin, d'autres qui feront un service le soir. On a également des exploitants qui vont contribuer aussi à pouvoir faire l'ensemble de nos circuits. La situation reste tendue. On n'a pas aujourd'hui de marge de manœuvre, on a très peu de réserves. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas que dans les prochains jours, l'absentéisme se dégrade, puisque ça nous compliquerait la tâche. Il s'agit donc désormais de recruter de nouveaux conducteurs qui boudent cette activité, souvent à temps partiel et aux horaires découpés. La région et la Fédération nationale des transports de voyageurs se penchent sur le moyen de rendre le métier plus attractif. Au-delà d'une revalorisation sur le plan des rémunérations, il y a aussi du travail qui peut être fait ou qui va être à l'étude sur des réenchaînements de circuits pour augmenter les volumes horaires des salariés, ce qui permettrait de proposer des contrats de travail avec des horaires plus importants. Autre piste, c'est aussi le complément d'emploi avec les collectivités, avec des groupements d'employeurs, pour pouvoir là aussi proposer se rapprocher autant que faire se peut d'un temps complet pour le salarié. Autant de pistes envisagées pour inciter des candidats à entrer en formation. Une formation de 3 mois pouvant être financée par Pôle emploi et la région. Des images à présent de cette villa typique des années 20 à Saint-Jean-de-Mont. La villa baptisée Les Heures Claires est depuis quelques jours sous le feu des projecteurs. En cause, sa destruction pour laisser place à un programme immobilier de 35 logements à l'horizon 2024. Les propriétaires n'auraient pas trouvé d'autres acquéreurs et ne peuvent plus l'entretenir. À l'avenue de la Mer, ce programme immobilier neuf suscite l'indignation des riverains. On a un cadre de vie magnifique, on a la plage, on a la forêt, on a le marais, et puis on a vu cet environnement se dégrader petit à petit. Alors là, il s'agit on nous démolit une des villas les plus emblématiques de Saint-Jean-de-Mont. Je suis choquée qu'elle ne soit pas classée. Et en dehors de ça, la pétition, c'est vraiment pour également sauvegarder tout ce qui reste à sauvegarder à Saint-Jean-de-Mont et pour lutter contre l'explosion immobilière qui détruit notre environnement. Saint-Jean-de-Mont devient de plus en plus mité, si vous voulez. Et de son côté, la mairie explique qu'elle n'a pas le pouvoir d'empêcher la destruction, la maison n'ayant pas été recensée comme intéressante sur le plan architectural lors du dernier plan local d'urbanisme. Partons en forêt à présent. Ce week-end, Grala retrouvait son salon littéraire, 11e édition du Refuge du Livre au Brousil. 150 bénévoles ont été mobilisés pour organiser ce rendez-vous cher aux amateurs de lecture vendéenne. Des rencontres avec les auteurs basées sur la confiance. Les explications d'Inès Wick. Le Refuge du Livre est un salon à la saveur particulière, niché dans la forêt de Grala. Il est un symbole d'histoire. Le Refuge de Grala raconte et évoque l'histoire de populations qui se sont réfugiées ici durant l'hiver 1793-1794 et ils ont défendu leur liberté. Donc c'est un lieu de mémoire et c'est un lieu aussi de liberté et de résistance. Et le livre, d'une certaine manière, à bien des égards, est un support de liberté et de résistance.
Le salon est basé sur la confiance, une valeur phare de l'événement. Les lecteurs, les visiteurs, s'ils sont intéressés par un livre, ils prennent le livre, ils en parlent avec l'auteur, ils demandent à l'auteur de le dédicacer, l'auteur le dédicace, et puis ils prennent le livre. Il n'y a pas de lien marchand avec l'auteur. Et c'est en sortant que, spontanément, ils déclarent qu'ils ont pris ce livre et ils le payent. Ils pourraient partir en courant et en le volant. Ça n'est jamais arrivé. Les visiteurs se baladent d'un stand à l'autre. Certains cherchent le livre de la rentrée, d'autres à rencontrer leur auteur favori. C'est un réel lieu d'échange. Vous savez, quand on se retrouve écrivain dans une librairie en dédicace, il y a toujours un mur, le mur des livres, et puis aussi on est dans un lieu prestigieux, culture, quelquefois qui peut empêcher le dialogue. Là, on se retrouve, on est tous à la même hauteur, à taille humaine, et c'est un vrai grand moment. Le refuge du livre, c'est aussi des heureuses surprises, notamment pour le lauréat du prix Charette. J'ai eu plaisir à écrire tout ça, et puis je l'ai écrit d'abord pour mes petits-enfants. Je vis l'instant avec beaucoup de bonheur. Je n'avais jamais assisté à des rendez-vous littéraires. Pour moi, c'est merveilleux. Je n'y croyais absolument pas. Donc voilà, j'ai été absolument ému, presque aux larmes, parce que mon histoire, c'est l'histoire de ma vie. Finalement, dans ce lieu d'histoire et d'échange, toute la famille y trouve son bonheur. Allez, on passe au sport avec cette course cycliste pas comme les autres. Gare-toi si t'es éliminé, c'est son nom, est une course trépidante avec un coureur éliminé à chaque passage. Le circuit ne fait qu'1 kilomètre, autant dire qu'il y a du spectacle pour le public. Le plateau est régional, composé de juniors, 2e et 3e catégorie. Ça se passait aux Herbiers ce week-end. C'est une course à élimination, donc ça vient de la piste de base et nous on a voulu ramener ça sur route. Donc là aujourd'hui il y aura 50 coureurs, 10 tours ouverts pour mettre les coureurs un peu en jambes et ensuite 50 tours d'élimination. À la fin il ne reste qu'un coureur qui gagne. C'est une course qui est quand même un peu plus intense que les courses basiques sur route, donc c'est quand même, il va y avoir plus de sprint, plus de mouvement quand même, d'intensité un peu intermittent, et donc c'est intéressant aussi pour les spectateurs, ça bouge beaucoup quoi. Et c'est un local de l'étape qui a gagné, Mathieu Limousin du club des Herbiers. Il s'est imposé devant Alessio Cialone de Vendée et Gabriel Thomas, La Roche-Vendée Cyclisme. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver, vous le savez, l'intégralité des reportages ainsi que ce journal en entier sur notre site internet tvvendée.fr. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur TV Vendée.